Bonjour à tous, on va peut-être démarrer, on attend un peu que les derniers retardataires interviennent. On est un peu en concurrence avec une grosse conférence à côté, donc je voudrais tout d'abord vous remercier d'être venus nous voir. Je pense que c'est plus intéressant ici, vous avez raison. Mais c'est difficile de concurrencer Facebook, c'est sûr, surtout en ce moment. Alors l'objet de la conférence d'aujourd'hui, c'est la Customer Centricity à l'ère de l'IA. Alors c'est deux buzzwords dont vous avez probablement beaucoup entendu parler ces dernières semaines, voire ces derniers mois. On a organisé cette conférence dans le cadre de l'ADTEM. C'est une association professionnelle que vous connaissez probablement. Si vous ne la connaissez pas, c'est pas bien. C'est une des premières associations françaises qui regroupe des professionnels du marketing et dans laquelle on organise un certain nombre d'interventions autour de sujets assez concrets que peuvent rencontrer justement les différentes parties prenantes de l'écosystème marketing. Aujourd'hui, on a un panel d'exception, il faut le dire, et je remercie d'avance nos panélistes d'avoir bien voulu se prêter à l'exercice. Emmanuelle Guézou, qui est directrice du CRM sur la zone Europe pour la division luxe de L'Oréal et auparavant en charge de la connaissance client et du marketing client chez les Galeries Lafayette. Alexis Trichet, directeur de l'anticipation et de la connaissance client également au sein d'Orange. Et François Turc, qui est directeur du marketing stratégique au sein d'Albea Group. On a un peu de concurrence aussi sonore avec la conférence d'à côté, c'est pas grave, on va parler un peu plus fort. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table pour que vous nous racontiez en quelques mots le périmètre sur lequel vous intervenez et puis aussi repréciser l'activité de votre entreprise. Et après, on va plutôt être dans une logique d'échange et de discussion avec les intervenants pour essayer de parcourir les grands fondamentaux de la Customer Centricity, en essayant d'être le plus concret possible et le plus opérationnel possible. Donc justement, essayer d'aller au-delà du buzzword et de rentrer dans concrètement comment on fait, qu'est-ce que ça veut dire devenir customer centric, qu'est-ce que ça implique, est-ce qu'il y a des choses à faire, est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire, est-ce qu'il y a des obstacles en particulier plus ou moins difficiles à franchir, et puis comment est-ce que concrètement on met des choses en œuvre. Et vous allez voir que c'est pas parce qu'on est un très très grand groupe que les choses sont plus faciles. Mais j'en dis pas plus. François ? Emmanuel, allez. Ça marche? Vous m'entendez ou pas? Non. Et là, c'est mieux? Oui, d'accord. Donc bonjour. Donc moi, je suis Emmanuelle Guézou. Je suis chez L'Oréal depuis plus fort. Donc je suis là, je regarde, vous êtes mon guide. Hein. Ok. Donc je suis chez L'Oréal depuis un peu plus d'un an et je m'occupe en fait du CRM. Hein, dans la division luxe, au niveau de la zone Europe, voilà, déjà, c'est très matriciel et très complexe l'organisation L'Oréal. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'on accompagne les pays à développer les CRM pour les différentes marques du luxe. Et donc dans la division luxe, il y a par exemple Lancôme, Biotherm, Kiehl's, Armani, Urban Decay. Voilà. Donc c'est comment rentrer en contact direct avec les consommateurs finaux chez L'Oréal. Bonjour, donc Alexis Trichet. Donc moi je suis responsable de l'anticipation et de la connaissance client chez Orange. Donc Orange, je pense que je ne suis pas obligé de vous décrire voilà, ce que c'est que cette entreprise, mais en l'occurrence moi je travaille donc dans les équipes France, donc à peu près la moitié du chiffre d'affaires d'Orange, hein, une vingtaine de milliards, et dans ces équipes-là je suis dans les équipes marketing avec voilà, en responsabilité sur les data scientists et sur le market research avec voilà, beaucoup de sujets qui me passent dans les mains, qui sont plutôt des sujets d'anticipation. Donc voilà, j'ai eu le plaisir de travailler dès 2015 sur le lancement de Orange Bank que vous avez vu arriver dans le paysage bancaire récemment. Enfin, juste pour vous donner voilà, une petite idée des sujets que j'ai la chance de travailler. Voilà. Bonjour à tous. C'est bon pour le volume, ouais. Donc François Turc, je suis donc chez Albea en charge du marketing stratégique. Je vais devoir, contrairement à mes deux confrères à droite, expliquer ce qu'est Albea Group. Albea, en fait, on est un des leaders mondiaux du packaging beauté. On fournit grosso modo toute l'industrie, des plus gros comme L'Oréal aux plus petits. Pour rendre ça peut-être un peu plus concret, on est présent dans votre quotidien à toutes et à tous, tout au long de la journée en fait. Depuis le matin, vous brossez les dents parce qu'on fait des tubes de dentifrice. Quand vous mettez, mesdames, votre make-up, votre rouge à lèvres, votre mascara, c'est souvent nous. Quand vous parfumez, les pompes de parfum, c'est nous. Donc voilà, on est vraiment présent, je ne vais pas dire de A à Z, mais pas loin, sur la chaîne de valeur de la beauté.
Et le marketing stratégique, c'est nous, ça veut dire quoi? En fait, c'est un poste que j'ai créé il y a 1 an quand je suis arrivé chez Albéa, avec pour ambition, en fait, non pas de développer, mais d'introduire la notion de data, comment on comprend à la fois nos clients et nos consommateurs, puisqu'on est une société B2B et que la passerelle B2B2C était nécessaire, comment on les comprend et comment on adapte mieux notre offre, non pas forcément par rapport à ce que nos usines savent faire, mais par rapport à ce que nos clients et nos consos peuvent attendre. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Peut-être en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire et surtout pourquoi est-ce qu'on a envie de devenir customer centric? On ne va pas s'étendre sur le sujet, mais je pense que c'est important de repréciser finalement la raison initiale pour laquelle on a envie qu'une organisation bascule vers la customer centricity. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer. Oui, bon, alors, ok. Alors, Customer Centricity chez L'Oréal. Donc, Customer Centricity chez L'Oréal, c'est et en même temps quelque chose de très naturel et qui existe et qui est dans les gènes de L'Oréal depuis le départ, hein, et en même temps une révolution culturelle. Alors, je m'explique. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est dans les gènes de L'Oréal depuis le départ, puisque tous les produits ont été développés, conçus par rapport à l'observation des usages des consommatrices et des consommateurs. Donc, depuis le départ, avec les produits de coloration pour les cheveux, les produits de beauté, de soins. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de l'entreprise. Et en même temps, c'est une révolution culturelle parce que L'Oréal est une entreprise qui est majoritairement en B2B, qui développe depuis quelques années uniquement ce qu'on appelle du direct to consumer, de D2C, avec des points de vente physiques en propre et des e-boutiques en propre également, qui permettent de collecter de la data client du consommateur final avec lequel jusqu'à présent l'entreprise n'était pas forcément en relation. Donc c'est une transformation puisque c'est passé d'une entreprise qui est organisée pour des clients qui sont des distributeurs vers une entreprise qui veut s'adresser directement à ses consommateurs finaux et leur proposer des offres et des services personnalisés. Alors peut-être pour Orange, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait on n'utilise pas le terme déjà. Donc en tout cas quand je regarde les conversations qu'on a entre nous, on ne parle pas de ça. Avec ces mots-là, en fait, ce qu'on se dit, c'est on est plutôt, depuis qu'Orange est Orange, entre guillemets, à chercher à faire en sorte que les produits soient pensés pour les clients. Et donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont là depuis longtemps, des tests utilisateurs, des FUT, enfin bref, tout ce que vous connaissez qui est assez classique. Mais en fait, le problème sur lequel on est en train de tomber en ce moment, c'est plutôt de dire, sur le fond, on n'essaye pas assez vite et on ne teste pas assez. Donc le problème concret sur lequel on est, nous, par rapport à ces histoires de améliorer la qualité des produits et des services pour qu'ils trouvent vraiment leur marché, c'est une question de vitesse. Là, on parlait de Facebook tout à l'heure. En gros, comme on est sur des services et des produits qui sont plutôt digitaux, dites-vous que les produits et les services digitaux qu'on a l'habitude de lancer, je caricature, mais ils sont testés une petite... Dans le meilleur des cas, ils sont testés 5, 6, 10 fois avec des prototypes. Bon, vous allez discuter avec Netflix ou avec Facebook et vous allez tout de suite comprendre qu'en gros, leur produit, en 1 an, il évolue plus de 1000 fois ou 1500 fois. Ce que je vous dis, c'est des vrais chiffres qu'on a parce qu'on discute avec eux. Le Netflix que vous utilisez, entre le moment où vous l'avez utilisé le 1er janvier et le moment où vous l'utilisez le 31, en gros, vous en êtes à la 1500e version. Bon, je dois dire que ce n'est pas exactement la même chose sur nos produits et sur nos services. Et donc, en fait, nous, on considère que le grand challenge, en fait, c'est une capacité à accélérer, en particulier pour tout ce qui est produit digital, la vitesse à laquelle on est capable de mettre sur le marché et puis de prendre du feedback consommateur. Et que le challenge, il est beaucoup là-dessus. Parce que de la customer centricité, s'il faut reprendre le mot, en fait, on en fait depuis qu'on met des produits sur le marché. Mais à une vitesse et à une échelle de test qui n'est pas du tout la même que ceux qu'on a chez les grands d'Internet. Et donc c'est ça qu'on essaye de rattraper en ce moment. Alors pour nous chez Albéa, comme je vous l'ai dit, on est 100% B2B. Donc en fait la Customer Centricity, elle a 2 volets. Elle a d'abord créé la notion de Consumer Centricity, de comprendre qui sont les consommateurs, et de ne pas juste penser à notre client, qui est l'étape 1, et d'aller directement en étape 2,
Donc ça, c'est le premier niveau, c'est vraiment introduire cette notion de connaissance, d'écoute, de comprendre sur des produits quelles sont les attentes, les commentaires de nos consommateurs. Et la deuxième chose, c'est d'un point de vue customer, un peu historiquement, ça a été un modèle de la beauté assez top-down avec des gros acteurs qui nous briefent, nous fournisseurs, de façon assez précise et nous, on doit y répondre, ce qu'on fait plutôt très bien. Et puis le modèle a évolué, il y a pas mal de concurrence qui est intervenue, de petites marques qui se créent. Et finalement, les gros acteurs, comme les petits, nous demandent toujours d'être réactifs, bien sûr, mais nous demandent aussi d'être très proactifs, de leur soumettre de l'innovation. Parce qu'en fait, les acheteurs, les marketeurs, les développeurs qu'on a en face de nous, ils sont ni schizophrènes ni maso. Ils ont dans leur vie de tous les jours, en tant qu'individus, des applications comme Amazon, comme Facebook, qui leur simplifient la vie. Ils n'ont pas forcément envie le matin, quand ils arrivent au bureau, de se dire « Tiens, et si je me prenais un fournisseur qui va bien me complexifier la tâche toute la journée ?» Donc l'idée aussi, c'est de bien les écouter, de s'adapter à ce qu'eux veulent, et donc de pouvoir mieux répondre à leurs attentes. Alors ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que c'est pas tant un sujet de révolution à proprement parler, parce qu'effectivement, les départements études existent depuis assez longtemps dans les organisations, et on sait que c'est quelque chose qui est en place. Ce qu'on comprend, c'est que c'est effectivement un enjeu de vitesse beaucoup et de rupture digitale et de rupture dans les usages. Du coup, comment est-ce qu'on démarre en fait? Est-ce qu'il n'y a pas des petites actions qu'on peut envisager, qu'on peut lancer pour commencer justement à essayer de capter, d'accélérer un petit peu plus, de capter un peu plus facilement certains usages sur des cycles plus courts? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à partager sur les phases d'amorçage de cette démarche de Customer Centricity dans une logique d'accélération? Moi, je peux peut-être voilà, donner le feedback de ce qu'on est en train de faire. En fait, cette accélération, comme on est sur des produits et des services digitaux, pour nous, elle est quand même pas mal. Elle a commencé par les équipes de l'IT, en fait. C'est les équipes de l'IT qui, à partir de 2014, ont cherché à agiliser leur façon de travailler. Et donc, entre 2014 et 2017, en gros, on a eu plusieurs initiatives à l'intérieur de l'entreprise qui cherchaient à ce que nos produits et nos services, on soit capable de les développer plus vite. Il y avait des initiatives qui partaient de nous, du marketing, et des initiatives qui partaient de la partie IT. Et en gros, voilà, on est arrivé à un point où aujourd'hui, on fait moins de 10% de nos projets en mode agile, donc ce fameux mode qui nous permet voilà, de tester, d'avoir du feedback client, et de faire des sprints toutes les 5 semaines, en fait, de faire évoluer les produits et les services. Donc là, on est à moins de 10% de nos projets qui sont travaillés comme ça. Et donc, voilà, moi, le témoignage que je peux faire, c'est que en fait, on a commencé à plusieurs endroits dans la maison et en fait, on aurait mieux fait de sauter assez vite pour avoir une initiative commune, et c'est à peu près ce qu'on est en train de faire maintenant. Maintenant, on a un programme pour agiliser l'entreprise, alors au service d'une vision, parce qu'on ne fait pas ça juste pour le plaisir, mais parce qu'on a une vision de devenir un opérateur multiservice. Et ça, maintenant, on le fait avec, on va dire, la signature du comité de direction qui voilà, ne sponsorise pas juste une initiative de la DSI, mais qui sponsorise une initiative commune. Et là, l'idée, c'est d'avoir la majorité de nos projets qui soient dans ce mode-là. Et je vois que la première étape qu'on est en train de passer là-dedans, c'est tout simplement de faire des POC et des tests. Et donc là, on est dans une année de test où on essaye sur une dizaine de projets, de faire vraiment de l'agile de bout en bout pour ensuite être capable de mettre ça à l'échelle et d'arriver à avoir une majorité de nos projets. Et donc là, si je rezoome encore là-dedans, en fait, les éléments clés qu'il faut être capable d'apporter, je le vois, c'est quand même beaucoup de la méthode. Bon, mais ça, on la trouve facilement sur le marché, puis on l'a en partie, du design thinking, etc. Et puis après, beaucoup des données, quoi. Et là, nous, on a la chance d'avoir quand même beaucoup de données. Et je vois bien qu'en fait, les équipes qui petit à petit sont en train de rentrer dans ce mode-là, eh bien, elles sont très, très gourmandes. Et d'ailleurs, elles découvrent, parce que certaines n'étaient pas suffisamment alimentées, que le nerf de la guerre, c'est de commencer avec voilà, des insights consommateurs et puis évidemment des données, puisqu'on a la chance d'en avoir. Donc voilà, le bon calcul, à mon avis, c'est de commencer par investir sur ce que vous êtes capable de faire de vos données et de commencer par ça, parce que c'est une bonne façon de démarrer. Alors,
L'Oréal, de façon globale, a décidé il y a quelques années en fait, de mettre le digital comme étant une priorisation. Et ça s'est concrétisé par, au niveau du COMEX, hein, la création d'un poste. Alors c'était bien avant que j'arrive, je crois il y a 4 ou 5 ans, d'une personne qui s'appelle, que vous connaissez certainement de nom, qui s'appelle Lubomira Rocher, et qui est la directrice digitale rattachée à Jean-Paul Agon. Donc pour vraiment imposer en fait, ou en tout cas donner des directives et transformer le groupe. Donc voilà, le Customer Centricity. Nous en revanche, c'est inscrit, c'est un des nouveaux motos de L'Oréal, parce que ce n'était pas quelque chose qui était forcément totalement naturel au départ. Avec des règles et des guidelines qui sont diffusées worldwide, voilà, et qui sont un peu les directives qui sont transmises par le groupe. Donc vraiment un très fort sponsorship au niveau du COMEX. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ça a été aussi de se dire, bon, ben, la donnée est fondamentale. Comment on s'assure qu'on peut collecter la donnée et quels sont les outils de collecte et de management de la donnée qu'on peut récupérer, que ce soit en externe ou en interne. Et à titre d'exemple, pour la partie qui me concerne plus particulièrement, puisque moi je m'occupe du CRM, donc de la donnée nominative, ça a été la mise en place en fait, de plateformes CRM par grandes régions géographiques avec lesquelles les pays dans lesquelles les pays doivent s'intégrer, puisque L'Oréal est une entreprise très matricielle et chaque pays marque pouvait avoir sa propre base de données, son propre fichier client quelque part. Donc il y a quand même un objectif de consolidation et de regroupement en fait, de l'information pour pouvoir le manager de façon plus pertinente. Et un des troisièmes axes très importants, c'est ce qu'on appelle le upskilling. C'est vraiment de faire monter en connaissances et en compétences les équipes sur place, et également de recruter de nouvelles expertises à l'extérieur. L'Oréal a recruté un nombre de digitaux, entre guillemets, hein, puisque le CRM est dans l'équipe digitale. Même si je considère personnellement que ce n'est pas un canal, le CRM, c'est du client, donc c'est omnicanal. Mais ça, c'est une deuxième étape. Hein. Et à recruter, je crois, un nombre de plus de 1000 digitaux worldwide dans les 2 dernières années. Donc il y a vraiment ces trois axes qui sont importants sur le Customer Centricity. Moi, je vais rejoindre Emmanuel sur au moins 2 des 3 axes. La façon dont on a structuré le marketing stratégique depuis un an chez Albéa, ça a été un sponsorship niveau COMEX pour avoir la légitimité, avec un objectif très clair qui était servir la croissance et les ventes. La deuxième chose, ça a été de se dire on va faire un maximum de choses en interne pour pouvoir expérimenter. On n'est pas forcément très client de beaucoup d'agences, on préfère faire moins mais mieux. Donc on a construit une équipe assez simple avec un volet trend et un volet data. Donc, schématiquement, j'explore d'un côté, je crunch de l'autre. Et le troisième temps, c'est qu'on a plugué quelques outils très ciblés, de façon très expérimentale et très POC, comme disait Alexis, notamment sur le social listening, pour avoir la capacité de démarrer une écoute consommateur, pas forcément en analysant des millions et des millions de lignes de données, c'est plutôt au contraire en ayant la capacité à construire des requêtes pour aller chercher d'informations de façon très précise, parce que vous imaginez bien quand on étudie les consommateurs sur des problématiques de packaging, il faut rentrer à un niveau d'analyse plus poussé que quand on fait simplement de l'écoute sur leur comportement, leur goût, etc. Donc ça nécessite un vrai travail d'élaboration de la requête. Donc voilà, c'est ces 3 temps-là de sponsorship, internalisation et création de l'équipe et outils simples qui nous ont permis en fait aujourd'hui d'avoir déjà de l'impact et d'accompagner les vendeurs et les marketeurs opérationnels sur les problématiques clients. Merci. Alors je vais faire un peu le poil à gratter et essayer d'aller un peu plus loin parce que on voit bien qu'il y a un sujet sur exploiter les données existantes, il y a un sujet de sponsorship effectivement, il y a un sujet de méthode, donc la méthode, l'organisation et puis les outils aussi. Très concrètement, une des difficultés qu'on constate assez souvent quand on écoute des opérationnels ou des gens qui font du marketing, c'est la fragmentation du marché. C'est-à-dire que d'accord, il faut que j'utilise des outils simples. D'accord, il faut que je traite mes données. Mais quelles données? Parce qu'en fait, il y en a beaucoup, qui sont de nature très, très différente. Tu parlais d'omnicanal. Il y a les call centers, il y a le chat, il y a les applications mobiles, il y a les emails, il y a les réseaux sociaux.
etc., etc. Et donc ça, c'est que de la donnée non structurée, mais après, il y a en plus la donnée transactionnelle, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des méthodes pour hiérarchiser un petit peu et savoir quelles sont les données qu'on va aller cibler en priorité? Et puis en termes d'outils aussi, comment est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut passer sa vie dans des salons comme ça pour rencontrer toutes les solutions et essayer de rester en pointe? Et comment est-ce qu'on fait la part des choses entre il faut que je fasse des choses et il faut que en même temps que je m'éduque, soit vous, soit vos équipes? Est-ce que vous avez aussi des bonnes pratiques à partager de ce point de vue-là? Alors moi, je peux partager un retour d'expérience, donc qui n'est pas chez L'Oréal là, mais qui est aux Galeries Lafayette. Donc il y a 2 ans et demi, 3 ans, on voulait déployer un data lab. Donc traditionnellement dans les grands magasins, les données dont on dispose, ce sont les données en caisse, transactionnelles, hein, les noms, prénoms, contacts bien sûr, et les transactions à partir du moment où on a un programme de fidélité. Donc on collecte ces informations-là et les bases de données CRM, de façon très classique, c'est contact, activité du client, on fait des segmentations RFM. On voulait enrichir ces informations, donc en omnicanal, hein, magasin et e-commerce. On voulait enrichir ces informations avec d'autres natures de données, la navigation sur le web, les contacts au niveau des call centers, le NPS. Voilà, on avait pas mal d'autres informations qu'on voulait intégrer et évidemment nos bases de données n'étaient pas adaptées pour recueillir ce type d'informations et on ne pouvait pas non plus travailler cette donnée-là d'un point de vue analytique. Il nous fallait une structure plus entre guillemets big data et donc on avait quand même des difficultés à faire passer ce projet. Il n'y avait pas forcément de ROI très clair. Et donc, on avait décidé, enfin dans mon équipe, on s'est mis en marche pour se dire, bon, on va commencer par travailler sur les use cases. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Et de quelles données on a besoin pour mettre en place ces différents use cases? Et quand on a travaillé sur les use cases là, en même temps, le monde il évolue. Et à un moment, l'IT était tout d'un coup très intéressé par le sujet, où moi je croyais être en train de construire un dossier de prise de décision pour vraiment convaincre le COMEX en disant c'est ce qu'il faut faire. Mais en fait, j'avais plus besoin de convaincre personne parce que effectivement, au niveau des équipes DSI, il y avait des interlocuteurs qui étaient très très enthousiastes sur ce projet-là. Au niveau du COMEX aussi, et on a pu en fait commencer à briefer. Faire appel à une société extérieure pour nous aider à déployer en fait une architecture en format POC, identifier quelles étaient les datas qu'on voulait récupérer, commencer à les récupérer petit à petit, pour commencer à démontrer. Donc ça a été mis en place il y a bientôt 2 ans. Donc maintenant, je ne connais pas les résultats, mais je sais qu'ils continuent à travailler sur ce sujet-là et ça a été une façon de commencer petit à petit. Et un point important, dans nos entreprises, les équipes IT ne maîtrisent pas forcément ces nouvelles techniques. Et la société qu'on avait choisie avait un double objectif. Elle avait un objectif, donc elle s'appelle Xebia. Elle avait un objectif qui était de nous aider à construire l'infrastructure en format POC et en même temps de pouvoir upskiller les équipes techniques et les faire monter en compétences sur ces nouvelles technologies. J'ai peut-être deux retours d'expérience à partager avec vous. Le premier, c'est pour mettre en place cette équipe et cette nouvelle façon de penser chez nous, on a eu une approche à la fois très humble et très bottom-up, c'est-à-dire qu'on avait des hypothèses assez fortes qu'on n'a pas tout de suite trop énoncées. Et on a plutôt fait le tour de tous les gens qui seraient impliqués de près ou de loin avec notre équipe pour comprendre le besoin et comment on serait très rapidement concret et actionnable pour eux. Et finalement, quand il a fallu vendre le projet et le fonctionnement ensuite, ça s'est fait naturellement parce que tout le monde avait été onboardé et tout le monde avait pu donner son input et ses insights dans la construction. La deuxième chose, c'est qu'on a toujours été très clair depuis le début sur le fait qu'on y allait étape par étape dans une logique de POC, qu'on demandait beaucoup de feedback aux équipes et à nos clients internes, concrètement, et que dès qu'on estimait que ça fonctionnait bien, on allait un cran plus loin. En revanche, si on estimait que tel ou tel sujet n'était pas bénéfique ou n'apportait pas grand-chose, à ce moment-là, on le tuait immédiatement. Donc on est vraiment dans une approche, moi je trouve très entrepreneuriale au sein d'un très grand groupe finalement, parce qu'on est quand même 15 000 collaborateurs, mais très entrepreneuriale à se balader en transverse, essayer beaucoup de choses, tester et beaucoup consulter pour avoir les feedbacks. Oui, peut-être que le témoignage que je peux apporter, c'est plutôt
peut-être un peu décalé là-dessus. Sur les choix des outils, etc., on est très épaulé, entre guillemets, par aussi les équipes IT. Et donc, il y a tout un premier filtre qui nous font. Et puis, de toute façon, effectivement, tout le monde vient toquer à notre porte. Donc là, j'ai pas de gros on va dire, de grandes idées à partager avec vous. En revanche, sur la customer centricity, comme on est quand même beaucoup dans une culture d'ingénieur, en fait, la façon dont on a cherché à prendre le sujet, ça a été de dire finalement, si on est bon, alors même si on n'utilise pas le terme, mais si on est bon en customer centricity, c'est normalement que la satisfaction des clients doit s'améliorer. Et donc, en fait, on a plutôt replié le sujet en disant, sur le fond, nous, au-delà de la responsabilité qu'on a sur le chiffre d'affaires et sur la marge dans les équipes marketing, ce qu'on veut, c'est se donner des ambitions sur l'amélioration de la satisfaction client. Et en fait, dans les 3 dernières années, on a ramené, entre guillemets, le sujet de satisfaction qui était plutôt dans les mains d'une équipe qualité au sein des équipes marketing. Et on a cherché à trouver, on va dire, les moyens que l'ensemble de la maison, quelles que soient les équipes concernées, doivent mettre en œuvre pour arriver à progresser sur la satisfaction. Et donc, voilà, je pense que on va dire le témoignage que je voulais faire par rapport à ça, c'est que pendant, on va dire, toute une phase, on s'est plutôt retrouvé à ne pas savoir réellement comment prendre le sujet de cette amélioration continue en la laissant plutôt dans les mains d'une équipe qui était une équipe de qualité, mais qui était là plutôt pour distribuer les bons points. Et en fait, il y a eu un changement très structurant qui s'est passé il y a 2 ans, où en fait le marketing s'est approprié le sujet de satisfaction, d'ailleurs en démontrant à tout le monde que ça avait un lien direct avec le business que d'augmenter la satisfaction, et on a pris sur nous un challenge là-dessus. Donc juste pour vous donner un exemple concret, là on s'apprête, on va changer l'offre de manière importante dans les semestres qui viennent, l'offre d'abonnement, les offres que vous avez l'habitude d'acheter chez nous si vous êtes nos clients. Et bien cette grande opération qui va concerner des millions de gens, on va chercher à la faire pour une fois en jouant sur un triptyque, c'est-à-dire évidemment chercher à gagner de l'argent, mais sans dégrader la satisfaction des clients, voire en l'augmentant, et en diminuant aussi les sollicitations qui seront celles qu'on va générer vers les services clients. C'est pour dire que de plus en plus, on est sur un triptyque où on regarde d'un point de vue marketing non seulement le chiffre d'affaires qu'on génère, mais les coûts qu'on génère à l'intérieur de l'entreprise, et aussi si on est capable d'améliorer la satisfaction dans tout ce qu'on fait. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on faisait il y a encore 2 ans, quoi. Si je peux juste rebondir sur ce point-là, ce que je trouve très intéressant, c'est vraiment de se dire il faut savoir ce qu'on cherche à faire. Là, tu parlais de satisfaction client. Quand j'en avais travaillé sur les use cases, c'était vraiment se définir. Mais en fait, c'est quoi l'objectif, hein, parce que sinon, on part tous azimuts. Hein, et en fait, de la donnée, il peut y en avoir maintenant en pléthore, même si... chez L'Oréal, on a beaucoup moins de données que chez Orange. Mais malgré tout, ça peut être très vite, très facile de se perdre dans la donnée. Et ça peut être aussi très coûteux. Donc du coup, bien définir d'un point de vue business, marketing, métier, on l'appelle comme on veut, mais de définir une stratégie et ce qu'on veut en faire, je pense que c'est une étape indispensable. Toujours les objectifs, on revient toujours aux fondamentaux. Alors, une question, qu'est-ce qui est difficile? C'est-à-dire, là, on parle de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'il faudrait faire, aussi de la démarche. Quels sont les principaux obstacles qu'on peut rencontrer quand on engage une démarche de ce type? Alors, je vais vous répondre assez facilement. C'est changer les mindsets dans les équipes. Quand il y a des gens qui ont été habitués depuis 5, 10, 15 ou 20 ans à travailler d'une certaine façon, qui vous disent « ouais, mais moi, mes clients, je les connais par cœur, vous inquiétez pas, je sais ce qu'ils veulent », il faut parfois s'en remettre patience et trouver les bons arguments pour arriver à les convaincre que la data et les analyses qu'on va leur fournir vont leur permettre d'aller un cran plus loin. Et en leur disant « on ne va pas t'apprendre à faire ton métier, on va t'aider à le faire encore mieux ». Comme si tu mettais un GPS dans ta voiture, tu connais ton chemin généralement, mais ça t'aide à éviter les bouchons, les accidents, les choses comme ça. C'est un plus qu'on t'apporte. On n'est pas là pour challenger la façon dont tu travailles.
Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de big data. Moi, je vais revenir à quelque chose qui est beaucoup moins sexy, mais qui me semble être indispensable. C'est le data management. C'est-à-dire qu'en fait, on passe pas beaucoup de temps dans les entreprises que j'ai vues. Après, j'en ai pas vu non plus 50, mais pas beaucoup de temps à vraiment travailler sur le management de la donnée. C'est assez laborieux, mais s'assurer que les données sont fiables, qu'elles sont contrôlées de bout en bout, du début jusqu'à la fin du parcours, qu'elles sont cohérentes entre les différents systèmes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable parce que comme on va prendre des décisions stratégiques sur la base de ces informations-là, si les données ne sont pas contrôlées, fiables, eh bien les décisions prises vont être erronées. Et donc, ça ne va pas servir à grand-chose. Et autre point, d'un point de vue plus basique, si on transmet des reporting et des dashboards dans les entreprises avec des informations qui sont contradictoires sur les mêmes données, enfin sur les mêmes KPI avec d'autres sources, ben on perd la confiance en fait des utilisateurs finaux. Et au final, ils ne vont plus utiliser les informations qu'on leur transmet. C'est une perte de temps et d'argent pour tout le monde. Donc, data management, c'est aussi quelque chose qui me semble être indispensable. Moi, je renforcerai le point qui est le premier là sur le change, parce que effectivement, c'est revenir sur les habitudes de travail des gens, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Alors voilà, le petit retour d'expérience, et dans le changement des modes de travail, on fait je vous ai dit, on a des projets qui sont spéciaux et qu'on suit particulièrement et qu'on cherche à accompagner. En fait, on est en train de découvrir que le plus efficace, c'est de faire en sorte qu'on investisse quasiment plus d'une semaine en démarrage du projet, juste pour que les gens se rencontrent, se découvrent avant même de commencer à travailler. Alors ça, voilà, je vois bien que par rapport à la façon dont on fonctionne habituellement, souvent, enfin je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais voilà, chez nous, un projet se constitue, on rassemble des gens dans une salle. Comme les entreprises sont grandes, ils se découvrent, mais enfin, ils n'ont pas le temps d'échanger vraiment beaucoup à titre personnel. Ils sont juste là pour représenter une fonction, et puis hardi petit, on y va. Donc là, on est en train de comprendre que pour vraiment que ça prenne, entre guillemets, il faut quasiment être prêt à sacrifier une semaine pendant laquelle les gens ne font rien d'autre que se connaître, partager vraiment de manière profonde l'objectif qui va les guider. Et qu'en fait, cet investissement d'une semaine dans lequel il y a constitution d'une équipe en tant que telle, c'est finalement de l'or en barre, et c'est la garantie après d'arriver à faire quelque chose. Alors surtout quand les projets dont je parle, évidemment, ils prennent des gens qui viennent à peu près de tous les endroits de la maison, des gens qui ne se connaissent pas forcément, ou pire, des gens qui se connaissent, mais se connaissent par mail, ne se sont pas vus parce qu'ils ne sont pas exactement sur les mêmes sites et n'ont pas eu l'occasion de se rencontrer. Et donc voilà, on est vachement attentif à cette phase d'onboarding dans les projets, en tout cas en se disant que voilà, c'est la garantie d'avoir une équipe qui est ensuite efficace, parce qu'il y a eu suffisamment d'investissement dans des relations humaines pour que les choses puissent se déclencher. Et ça, c'est vrai que je pense que moi-même, ça m'assure. Enfin, j'ai vu les résultats sur les premières équipes, et j'en suis sorti en me disant on sous-estime complètement l'importance que ça peut avoir pour arriver à ce qu'une équipe fonctionne et soit lancée et travaille efficacement, quoi. Alors, je garde le point de l'organisation pour tout à l'heure, mais juste, je voudrais revenir sur ce que disait Emmanuel autour du data management. Évidemment, ça donne envie d'aborder la question du RGPD. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le règlement général sur la protection des données, GDPR en anglais, qui entre en vigueur dans un mois et demi, le 25 mai 2018. C'est aussi pour ça qu'il y a autant d'excitation autour de Facebook, d'ailleurs. Et le principe de ce règlement, de nouveau pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est d'installer et d'instaurer des règles beaucoup plus strictes sur l'exploitation des données personnelles par les organisations, avec notamment des sanctions financières sans précédent, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc quand vous appelez Facebook, 4% du chiffre d'affaires mondial, ça représente beaucoup d'argent. Sur la question du data management, et en particulier justement sur cette logique d'accès aux données, sachant que L'Oréal n'a pas accès direct à son client, est-ce qu'il y a des réponses? Est-ce qu'il y a des points d'interrogation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des réponses particulières? Est-ce que les gens sont inquiets? Est-ce que ça s'excite dans tous les sens? Quelle est un peu l'atmosphère du moment? Je pense que toutes les entreprises s'excitent sur le GDPR, donc L'Oréal aussi.
Donc c'est un sujet qui est identifié depuis longtemps, hein, sur lequel l'entreprise est vraiment mobilisée à 100%. Donc oui, l'échéance approche. Il y a une organisation qui s'est mise en place avec un sponsorship au niveau du COMEX de Jean-Paul Agon, avec le directeur financier et la directrice digitale. Et ensuite, il y a des organisations qui ont été mises en place pour s'assurer qu'à tous les niveaux, on sera compliant au 25 mai 2018. Donc oui, ça va transformer l'organisation. C'est compliqué. On a tous peur de ne pas être aux normes au 25 mai malgré l'énergie qui est déployée. En même temps, je pense que c'est une opportunité pour l'entreprise de justement accélérer dans le Customer Centricity. Donc, et d'être plus en confiance, que nos consommateurs finaux soient plus en confiance lorsqu'ils nous transmettent de la donnée personnelle, parce qu'on sera en mesure de leur assurer qu'on la traite et qu'on la respecte, et qu'on la supprime, et lorsque elle arrive à la fin de la durée de rétention ou lorsque le client nous le demande. Donc voilà, donc oui, c'est un chantier qui pour moi ne va pas se terminer au 25 mai. Hein. Je crois pas. Je pense qu'on est à peu près dans le même cas. Voilà, il y a des équipes qui foncent pour arriver à ce qu'on soit capable de vous donner un tableau de bord de tous les consentements que vous nous avez donnés et de vous donner la main dessus dès la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation. Et c'est vrai que ça mobilise beaucoup de gens. Après, voilà, on était de toute façon nous-mêmes très très regardés par la CNIL, et donc voilà, on avait déjà, on va dire heureusement, enfin en tout cas on ne démarrait pas de zéro, et en gros on était déjà extrêmement sensibilisés sur ces sujets. Mais c'est vrai que là il y a quand même un challenge qui est d'arriver à rendre la main aux clients sur leurs données, qui est techniquement et pour les équipes IT pas évident, et effectivement qui nécessite une mobilisation complète. Après voilà, je pense que il y a aussi potentiellement, c'est comme ça qu'on finit par voir le sujet, il y a aussi potentiellement des opportunités, parce que voilà, ça ouvre quand même la porte à une idée assez simple, qui est de dire, mais si les gens ont la possibilité de demander aux entreprises de leur rendre leurs données, elles peuvent entre guillemets aussi, ça vous le savez, pour ceux qui ont regardé ça de près, les porter. Et donc on peut très bien imaginer qu'il y ait des entreprises qui cherchent, en échange de services de toute nature, de demander aux consommateurs de rapatrier des données, les données d'Orange, les données de Carrefour, les données de je ne sais qui, à un même endroit. Parce que c'est vrai que le fait que les données de plusieurs opérateurs, de plusieurs acteurs arrivent au même endroit, c'est aussi la possibilité de créer des nouveaux services. Donc ça, on sent bien que voilà, c'est affleurant, et qu'il y en a plusieurs qui vont essayer de se saisir de ce sujet-là. Et donc voilà, je pense que là on est dans la première phase où tout le monde essaye d'éviter la catastrophe en étant voilà, on nous a demandé de le faire, on le fait, on essaye d'être le plus propre possible, mais voilà, après on sent bien qu'il y a des modèles à explorer qui sont intéressants, parce qu'il y a un droit qui va être rendu aux consommateurs, et que donc si quelqu'un est capable de dire mais je peux bâtir des services incroyables à partir du moment où vous emmenez toutes vos données au même endroit, que ce soit celle de Pierre, Paul ou Jacques, et ben voilà, là je trouve qu'il y a un truc intéressant à creuser, quoi. Donc le futur Customer Centricity, c'est le client qui envoie un appel d'offres à toutes les compagnies. Enfin, les compagnies, par exemple, je veux une super robe pour le mariage de ma copine, et je vais envoyer mon appel d'offres aux Galeries Lafayette au printemps, au Bon Marché, et remportera celui qui me fera la meilleure proposition pour moi. Pas mal, non? Oui. Alors je crois qu'il y a d'ailleurs un truc qui s'appelle le VRM qui correspond à peu près à ça. C'est exactement ça. C'est le miroir du CRM, le V pour vendor. Donc au lieu que ce soit orienté sur les entreprises qui gèrent leurs clients, c'est les clients qui gèrent leurs entreprises. Donc c'est des choses qui... Bon, je ne connais pas bien ce sujet, ça ouvre des perspectives. Mais oui, effectivement, je crois qu'il y a quelques modèles qui sont en train de sortir autour de cette notion de VRM. Bon, il nous reste quelques minutes, et je voudrais juste qu'on prenne ces minutes pour parler justement de ce qui a été évoqué à plusieurs reprises, c'est-à-dire le sponsorship, la gouvernance, la culture, le mindset. Comment on fait pour embarquer tout le monde de façon concrète? Comment est-ce que concrètement ça se met en place? Et je voudrais prendre un exemple très spécifique pour illustrer mon propos.
je parlais avec quelqu'un dont je tairai le nom qui me disait tu peux être aussi customer-centric que tu veux, avoir toute la data, tous les process, toutes les méthodes. Si la personne en caisse, elle n'est pas sympa, ça tue l'expérience. Donc la customer centricity, elle disparaît instantanément au moment du contact avec l'employé finalement. Donc quel est votre point de vue sur justement cette notion d'employee centricity en miroir de la customer centricity et concrètement, est-ce qu'il n'y a pas de nouveau des bonnes pratiques à mettre en place de ce point de vue-là? Oui, tout à fait d'accord. Écoute, chez nous, le vocabulaire qu'on utilise, c'est on parle de symétrie des attentions. Je pense que c'est ce dont ils doivent discuter de l'autre côté là, de la salle. Et donc, oui, nous, si tu veux, on traite le sujet en se disant, c'est ce que j'évoquais là tout à l'heure, c'est on cherche à avoir un pilotage de l'ensemble de nos activités par la satisfaction. Et donc, l'ensemble de nos activités, ça vaut pour l'expérience que vous avez en boutique, l'expérience que vous avez en service client, l'expérience que vous avez sur le réseau et son fonctionnement, etc. etc. Et c'est sur l'ensemble de ces fronts qu'on cherche à avancer. Donc il n'y a pas du tout d'opposition, mais après évidemment dans chaque équipe suivant ce qu'elle a à délivrer comme service, alors que ce soit une boutique ou une équipe technique qui fait fonctionner le réseau pour vous, c'est pas les mêmes leviers qu'ils ont à actionner. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a réussi là dans les 2 dernières années, c'est à remonter un pilotage de la satisfaction très synthétique au niveau du comité de direction et qui a remplacé un système précédent qui était beaucoup trop, entre guillemets, data rich, mais avec le problème de saturation, c'est-à-dire on ne sait plus quel indicateur regarder, on ne sait plus sur quel levier il faut jouer. Et ça, on a complètement compacté ça. Alors il y a encore un long chemin à faire parce que voilà, nos NPS ne sont pas formidables, mais les NPS de la profession et de tout le secteur ne sont pas très bons. Mais en tout cas, voilà, on se dit que ce n'est pas juste une problématique marketing et que c'est sur les offres, sur le réseau et sur la relation client qu'il faut arriver à avancer. Et que le bon guide, c'est tout simplement de monitorer la satisfaction. Voilà comment on cherche à résoudre, en tout cas directionnellement, ce problème-là. Après, c'est beaucoup de travail pour les équipes spécifiquement pour arriver à faire bouger ces indicateurs, mais c'est comme ça qu'on prend le sujet, quoi. Le customer centricity, c'est de l'humain. Donc c'est forcément, on parle beaucoup de techniques, de data, je parle de data management, des outils. Mais c'est au final une relation individuelle. Hein. Alors, il y a la relation avec le produit et l'expérience, mais c'est une relation avec le point de vente et le point de contact. Hein. Et donc, la transformation de l'entreprise, elle se fait à tous les niveaux. L'entreprise ne peut pas se dire customer-centric si elle n'intègre pas son personnel au contact dans la transformation. Donc oui, il y a des enjeux qui sont très importants. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Kiehl's, hein, qui est une des marques du groupe L'Oréal. Allez dans les boutiques, hein, je fais un peu de pub, mais franchement, moi j'ai découvert, donc, quand je suis arrivée, cette marque, hein, j'ai découvert les boutiques il y a à peu près un an. J'ai été bluffée par la qualité de service, de conseil du personnel de ces boutiques. C'est vraiment au cœur de la marque Kiehl's, hein, bien avant que L'Oréal ne rachète la marque. Et il y a un vrai service, un vrai conseil, un vrai diagnostic qui est fait. Et pour moi, c'est vraiment une best practice, en tout cas. Je pense qu'on a parlé à plusieurs reprises de sponsorship, donc une notion très high level dans l'organisation. Il y a une autre notion qui, je pense, est très importante, c'est le concept d'ambassadeur dans les équipes. Concrètement, je vais prendre mon exemple. Quand on a mis en place cette équipe, on a un public interne qui est en gros 500-600 personnes avec des vendeurs, des équipes marketing opérationnelles, des développeurs. Donc on alimente toute cette population-là. Si on cherche à tous les viser d'un coup, sans les consulter, honnêtement, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a, dans la phase 1 de concertation et de consultation, on a vraiment tendu nos antennes et on a capté qui pouvaient être les gens et le public le plus réceptif sur ces sujets-là. Et on les a tout de suite impliqués. Ils nous ont aidés à co-construire les premiers pilotes. Encore de façon très concrète, les premiers rendez-vous clients, on a utilisé cette nouvelle data. Et en fait, ça s'est très bien passé.
Et ils ont été nos meilleurs ambassadeurs et le bouche à oreille a pris mais comme vraiment une traînée de poudre. Et en fait, quasiment du jour au lendemain, on a commencé à être appelé par tous les vendeurs et toutes les équipes en disant ça a cartonné chez Intel, viens me voir, j'ai besoin de ça. Et donc finalement, on s'est retrouvé avec un backlog monstrueux. Donc il a fallu processer un peu ça. Mais finalement, la notion d'ambassadeur au départ, je pense qu'elle est très forte. Et je suis très partisan à titre perso du bottom-up, de faire remonter l'innovation par les équipes et pas forcément de la faire descendre par un top management. Bon, c'est pas mal comme conclusion ça. Il nous reste, bon, on a un peu débordé, mais je propose qu'on prenne les questions de la salle s'il y en a. Je crois qu'il y en a. Allez-y, allez-y. Le plus difficile, c'est la première. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Bon. Ah si, voilà. Alors, il y a deux en fait. Bonjour. Une question sur les nouvelles techno. Est-ce que, bon, à l'ère de l'IA, est-ce que l'IA, les nouvelles techno qui arrivent, vous ont aidé, je dirais, dans votre démarche de customer centricity? Alors moi, je vais vous répondre. En fait, je suis en train de faire un pilote en ce moment sur comment introduire ces outils-là dans le quotidien des vendeurs et comment on fait pour que des analyses de cross-selling sur un catalogue qui est très large chez nous puissent être faites via ces outils-là pour leur simplifier la vie. Je ne sais pas encore si ça sera pertinent ou pas. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de change management et d'acceptation, c'est vraiment difficile parce qu'il y a une vraie crainte de en fait, la machine me vole mon travail. Donc là, c'est encore plus que ce qu'on a évoqué avant, c'est un vrai travail d'évangélisation au préalable. Oui, du côté d'Orange, nous, on est plutôt en train de regarder comment justement on peut l'amener plutôt dans la main des consommateurs, donc de vous. Pourquoi? Parce que on sent qu'il y a une bataille autour de, on va dire, la maison et de la maison connectée avec voilà, ce que vous avez vu, Alexa, Google Home, etc. On n'a pas envie, puisqu'on est quand même très présent dans les foyers des gens à travers les box, de passer à côté de ça. Et donc, on est en train nous-mêmes de développer notre propre intelligence en partenariat avec Deutsche Telekom pour vous permettre là aussi de piloter les services Orange, plus de faire ce que vous pouvez faire aussi avec Google Home, avec du matériel et une intelligence qu'on va bâtir nous-mêmes. D'ailleurs, vous avez vu que cette intelligence dont je parle, qui se retrouvera dans un smart speaker, elle est aussi disponible, si vous avez vu ça, mais sinon je vous l'apprends, elle est aussi disponible dans la banque. Dans la banque Orange, vous avez déjà un bot avec lequel vous pouvez discuter. Et voilà, on a vocation petit à petit à la mettre, alors plutôt dans les mains des clients, à des endroits spécifiques, pour leur permettre voilà, d'avoir des réponses 24 heures sur 24 à leurs questions. C'est plutôt ça, on va dire, l'angle qu'on a pris. Puis après, il y a tout un deuxième pan qui est plutôt de l'intelligence artificielle au service des collaborateurs. Et là, on est plutôt en train d'explorer des choses du côté des techniciens, donc ceux qui interviennent sur le réseau, pour leur donner voilà, des informations plus précises sur le type de sujet, enfin, l'intervention qu'ils doivent réaliser, etc. Mais en fait, notre gros challenge, nous, c'est plutôt dans les mains des consommateurs, arriver à amener voilà, une intelligence artificielle qui vous rend vraiment service et qui ne soit pas vue par nos propres collaborateurs comme étant un substitut, puisqu'on veut vraiment qu'elle soit considérée comme une porte d'entrée principale, mais ouverte 24/24, mais avec derrière l'expertise des collaborateurs quand l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire les tâches les plus complexes, parce que pour l'instant, elle traite quand même les demandes de base, quoi. Donc voilà où on en est, nous, par rapport à ça. Chez L'Oréal et dans le domaine de la cosmétique, l'intelligence artificielle, c'est aussi beaucoup les objets connectés, avec des miroirs connectés ou des brosses. Il y a pas mal, alors c'est pas dans mon périmètre, mais il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur ces sujets-là. Il y a notamment une entreprise de brosses de nettoyage de visage qui s'appelle Clarisonic,
qui travaille sur ça pour intégrer l'intelligence artificielle, parce que c'est une brosse donc qui a, il y a et le manche et la brosse doit se changer tous les 3 mois. Et en fait, on voit qu'il y a une perte. En fait, en général, les gens achètent la brosse et oublient de renouveler donc la petite brossette tous les 3 mois, ce qui fait que la brosse n'est plus performante et donc l'usage s'arrête. Donc, ils sont en train de réfléchir à comment dans la brosse, dans le device même, avoir des éléments pour pouvoir informer en fait la consommatrice à quel moment sa brosse doit être changée, par exemple, enfin ce genre de choses. Et voilà, il y a pas mal de sujets qui sont en cours aussi chez L'Oréal. Madame, vous avez toujours une question? Vous avez eu les réponses? C'était la même question en fait. Très bien. Bon. Okay. Très bien. On va s'arrêter. De toute façon, on a largement débordé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Merci. Et à très bientôt. Au revoir.